Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président des Républicains. On a l'impression que vous voulez reprendre l'initiative. Vous avez écrit 2 propositions de loi sur l'immigration, des lois clés en main que vous allez proposer dès aujourd'hui. On va les détailler ce matin avec un constat extrêmement sévère, des expressions que vous utilisez, qu'on avait rarement utilisées dans votre bouche, davantage du côté de l'extrême droite, submersion migratoire. Et cette expression, ce constat, d'après vous, il y a trop d'immigrés en France. On va voir vos solutions, vos réponses à ce constat sévère. Mais d'abord 2 points, l'un sur le CHU de Reims et l'autre sur les policiers décédés à Roubaix. On l'a appris à l'instant, l'infirmière qui a été poignardée hier à l'hôpital de Reims est décédée ce matin. C'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé. Il y avait 2 problèmes. Un, la facilité avec laquelle l'homme est rentré dans le CHU avec un couteau, poignardant donc 2 personnes. Et puis, le fait qu'il ne suivait plus son traitement, qu'il n'était plus suivi alors qu'il présentait de graves troubles psychiatriques. Quelle réponse il faut apporter ? D'abord, je veux exprimer, après avoir appris cette terrifiante information, je veux exprimer mon émotion, mon soutien à la famille de cette infirmière et au-delà, à toute la communauté médicale, à tous les soignants qui sont souvent en première ligne, on en parle peu, mais souvent confrontés à la violence dans les établissements hospitaliers. Ça a été le cas dans ma ville, à Nice, récemment encore, où un médecin a été agressé. Il y a cette situation de violence. Vous parliez d'augmentation, vous parleriez d'augmentation de ces actes ? Il y a naturellement une augmentation de ces actes. La violence, enfin, naturellement, c'est pas la violence, évident. Malheureusement, c'est un constat. Tous les paramètres indiquent que notre société est de plus en plus violente et ceux qui, quelque part, incarnent des institutions, que ce soit bien sûr les policiers, je crois qu'on y reviendra, mais que ce soit aussi des médecins, des soignants, ils sont l'incarnation de ceux que certains veulent attaquer. Et donc, je veux leur dire aujourd'hui mon soutien. Et au-delà de ces mots qui sont indispensables, mais qui ne suffisent pas, il faut porter un engagement pour combattre cette violence. Et puis, comment on fait ? Vous l'avez souligné dans cette dramatique affaire, il y a aussi le problème de la psychiatrie, de la prise en charge aujourd'hui des pathologies psychiatriques qui sont complètement délaissées dans notre société. On a eu un effondrement cruel des moyens, des lits affectés à la psychiatrie. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont en prison alors qu'ils ont des troubles psychiatriques. Il y en a à l'inverse qui ont des troubles psychiatriques qui sont dehors, qui présentent une menace pour la société. C'est manifestement le cas. Il ne faut plus délaisser ces sujets. Ils sont essentiels et ils ont une cause. Plus de moyens pour la psychiatrie. Bien sûr, ils ont une cause importante dans la montée de la violence qu'on évoquait, dans l'insécurité. La psychiatrie est aujourd'hui le parent pauvre de la médecine, de l'hôpital. Il faut reprendre en main ces secteurs, il faut leur donner des moyens parce que il y a des conséquences sur toute la société. Vous le constatez, Éric Ciotti, dans les Alpes-Maritimes ? Bien sûr, il y a eu un effondrement du nombre de lits. Je crois qu'en 30 ans, le nombre de lits affectés à la psychiatrie a été divisé par 2. Et il y a des problèmes en prison. Moi, je me bats pour l'ouverture d'une unité de soins adaptée à la prison de Nice. Elle est refusée depuis des années. Vous mélangez les 2 questions, la question de la prison et la question de l'hôpital psychiatrique. Il y a des personnes qui ont des pathologies psychiatriques qui sont dangereuses. Il manque de lits. Ils sont souvent en prison. Et à l'inverse, on laisse des personnes sans surveillance, avec un suivi qui n'est pas vraiment fait, en liberté. Donc c'est une responsabilité très lourde. Elle est souvent dans la main des préfets, mais il manque, avec un contrôle médical, c'est une loi notamment qui confère pour les placements, ce qu'on appelait avant les hospitalisations d'office. Il y a un juge des libertés qui désormais contrôle ce placement. C'est la loi qui le veut, mais on manque de moyens, on manque de dispositifs. Et cette réponse-là, elle sera peut-être apportée demain matin à ce même micro par le ministre de la Santé qui sera mon invité, François Braun. J'appelle un grand plan psychiatrie sur ces sujets. Reims, Roubaix,
ce drame, 3 policiers ont trouvé la mort et le cocktail explosif était là puisque face à eux, le conducteur qui lui-même est aussi décédé était sous l'emprise d'alcool, de drogue, il était en extrême vitesse, il avait lui-même fait l'objet de condamnations. Il y a des interrogations aussi sur le permis de conduire et sur l'assurance. Quelle doit être la réponse, là encore, pour tenter de prévenir ce genre de drame? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de contrôle qui ne sont pas suffisants? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de sanctions qui ne sont pas suffisantes? Ou est-ce que c'est des drames qui n'auraient pas pu être évités? Le problème, c'est la drogue. Dans cette affaire, comme dans d'autres, voilà, on a malheureusement dans cette actualité terrifiante, ce matin, 6 personnes ont été encore blessées à Marseille, 3 hier. Derrière, il y a le trafic de drogue. À Roubaix, c'est 3 policiers qui ont été tués, je dirais presque assassinés, parce que quand on prend un véhicule sous l'usage de stupéfiants, on utilise une arme par destination. Derrière, il y a ce fléau, il y a la drogue qui a fauché ces vies, des vies de 3 jeunes policiers, 25 ans. C'est absolument terrifiant. Donc là encore, on ne peut pas se contenter de mots. Je crois qu'il faut engager un combat national contre la drogue. Il faut arrêter avec une forme de banalisation, de complaisance. Il faut en matière routière, proposition simple, ceux qui conduisent sous l'usage, sous l'emprise de stupéfiants doivent voir leur permis de conduire annulé. Totalement annulé, et qu'on ne puisse pas le repasser pendant une durée très longue. C'est ce qui se fait en Italie notamment. Le ministre de l'Intérieur avait dit on va enlever 12 points. D'ailleurs, je note que c'est toujours pas en application. Donc il faut une réponse beaucoup plus ferme. Il faut arrêter. Et pas en application, il y a aussi un autre point, c'est que après l'affaire Palmade, Gérald Darmanin avait justement parlé de ce problème de drogue et de volant. Il avait annoncé qu'il y aurait 3 fois plus de contrôles. En réalité, aujourd'hui, il y a à peu près 6 millions de contrôles par an sur l'alcool et 1 million sur l'usage des drogues et notamment du cannabis. C'est totalement insuffisant. C'est totalement insuffisant. Il faut que ces contrôles se généralisent, qu'ils soient systématiques. Ce fléau monte et il devient une véritable menace. Et je note aussi que, je parle d'une réponse administrative sur les permis de conduire, mais il doit y avoir la réponse judiciaire. Allez, on a cet exemple terrifiant aussi, le fils de Yannick Aleno, Antoine Aleno, qui a été assassiné. J'utilise à dessein ce mot. Eh bien, l'auteur de ce crime, de cet homicide, il est aujourd'hui en liberté. Donc on ne peut pas banaliser ces faits qui ôtent des vies, qui créent des drames, qui brisent des familles. Il faut réagir et beaucoup plus fortement. Vous avez créé une sorte de ligne, puisque lorsque je vous interroge sur ce qui se passe à Roubaix, vous me répondez aussi ce qu'il se passe à Marseille. Oui, derrière, il y a la drogue. Pour vous, c'est du consommateur au vendeur, au trafic, c'est la même responsabilité. C'est la même responsabilité. Et si on veut s'attaquer à ce fléau, il faut tout à la fois mettre beaucoup plus de moyens pour combattre les trafics, parce qu'il y a des réseaux de narcotrafiquants à l'égal de ce qui se fait aux Pays-Bas, qui menacent même les institutions, qui sont en train de monter en puissance. C'est le cas à Marseille. Et puis, il y a de l'autre côté une consommation qui explose, qui n'a jamais été aussi élevée, qui est sans doute la plus élevée en Europe. Et il faut s'attaquer aussi à la consommation. Aujourd'hui, les consommateurs, ils encourent 200 € d'amende. 150 si on paye immédiatement avec l'amende forfaitaire délictuelle. C'est trop peu. Moi, je propose qu'on porte cette amende à 1 000 €, mais je propose 1 000 €. 1 000 €. Mais en même temps, on avait ce matin, donc là c'est pour le consommateur, hein, on avait ce matin le témoignage de plusieurs personnes sur RMC qui nous disaient le problème c'est que la plupart du temps il y a des amendes, mais ils savent qu'ils ne vont pas les payer. Elles ne sont pas recouvrées. Ils sont pas c'est forcément. Ce que j'allais vous dire. Il y a environ 40%, même pas, de ces amendes qui sont recouvrées. D'abord, il faut augmenter le taux. Mais c'est délirant. Enfin, ça, quand on entend ça et qu'on paye et que Absolument. ceux qui nous écoutent se disent moi je paye gentiment mes amendes. Il faut travailler sur le recouvrement. 40% qui sont payés. Et il ne faut pas renoncer à mettre les personnes en garde à vue. Oui, mais sauf que le problème... Attendez, Éric Ciotti, on s'arrête un instant sur ce montant. Vous dites on passe de 200 à 1 000 €. Déjà, les 200 €, elles sont la plupart du temps pas payées. Elles ne sont pas payées parce que les gens ne sont pas forcément solvables. Si vous montez à 1 000 €, elles seront encore moins payées. J'ai assorti une proposition supplémentaire. Il faut qu'il y ait une publicité des amendes qui sont prononcées.
Hein. C'est-à-dire le name and shame. Voilà, il faut qu'il y ait la honte de la contravention. Mais publié où? Il faut qu'il y ait une liste si sur, sur un site du ministère de l'Intérieur. Il faut que ces condamnations, ces amendes soient publiques. Et puis après, il ne faut pas renoncer. Le nom, absolument. la photo. Il ne faut ça veut pas... dire qu'ensuite, quand on vous Google, même 20 ans après, on sait que vous avez été condamné. Des policiers, je discutais avec des policiers récemment qui me disaient le placement en garde à vue pour certains consommateurs était quelque peu infamant, était dissuasif. L'amende, finalement, aujourd'hui, c'est une forme de banalisation. Mais ça veut dire que vous acceptent de la payer, d'autres ne la payent pas. C'est pire qu'un casier judiciaire, c'est-à-dire que c'est public. Absolument. Et il faut le dire, il faut dénoncer, il faut arrêter avec la banalisation de la consommation. Vous avez fumé un joint, vous avez été arrêté, vous avez votre photo et votre nom sur Internet. La banalisation aujourd'hui, une forme de banalisation médiatique depuis des années, le débat stupide sur la légalisation. Donc il faut, si on veut combattre le trafic, il faut s'attaquer aussi à la consommation. On s'attaque au deux bouts de la chaîne. aux consommateurs. Et je rajouterai un troisième, aux pays producteurs de drogue, qui sont les pourvoyeurs de ces filières. Il y a des actions diplomatiques, il doit y avoir des moyens de pression sur ces pays aussi pour qu'ils changent la nature de leur économie. C'est tout un enjeu que nous avons à conduire, mais on ne peut pas simplement envoyer des compagnies de CRS quand il y a un drame. Ce n'est pas là, ce n'est pas avec ces moyens qu'on répondra à la réalité du problème. Il faut une action judiciaire de masse, il faut des enquêtes au long cours. Vous appelez un grand plan drogue à Nice, par exemple, puisqu'on le disait, hein, vous avez parlé de Marseille, mais enfin, désormais, il y a des règlements de compte à Orléans, à Nantes, à Villerupt et à Nice. En effet, 182 personnes, dont 69 mineurs, ont été interpellées entre le 10 avril et le 18 mai. Donc en un mois, rien que sur le quartier des Moulins à Nice. Voilà le nouveau bilan qui a été communiqué par la préfecture. 31 personnes ont été présentées au procureur de la République, 12 personnes ont été écrouées. Est-ce que vous avez le sentiment que cette fois-ci, un grand coup de pied a véritablement été donné dans la fourmilière? On vide la mer à la petite cuillère. Il y a des actions, elles sont multipliées, mais elles ne sont que la conséquence de l'explosion du trafic et de la consommation. Aujourd'hui, plus aucun territoire n'est épargné. Du plus petit village à nos grandes cités. Voilà. Je dirais l'exemple, l'exaspération ultime, c'est Marseille. Mais on risque d'avoir des Marseille partout, parce que ça se propage dans tous les territoires, dans tous les quartiers. Il y a 4000 points de deal aujourd'hui en France. Alors, il y a des actions. Les policiers mènent un travail important, mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Et derrière tout ça, et on le voit avec ce qui s'est passé à Roubaix, il y a des enjeux de santé, il y a des enjeux de sécurité. La drogue tue et il faut s'attaquer avec beaucoup plus de force, de moyens, de détermination à ces fléaux. Éric Ciotti, la loi immigration, je le disais, vous avez des mots qu'on a plutôt entendus dans la bouche de Marine Le Pen ou du Rassemblement national ou d'Éric Zemmour. Submersion migratoire, il y a trop d'immigrés en France, point barre, c'est un constat que vous faites. Pas de nuance. Moi, ces mots, je les ai toujours utilisés. Je n'ai pas besoin d'avoir des références. Depuis longtemps, vous m'interrogez. Vous savez que j'ai toujours eu la même ligne, le même discours. Oui, il y a trop d'immigrés aujourd'hui en France par rapport à notre capacité d'assimilation de ces étrangers. Voilà, notre pays n'a plus la capacité d'assimiler aux valeurs de la République ces étrangers. Et donc, leur arrivée conduit à déstabiliser quelque part notre pays. On le voit sur l'insécurité. C'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui a fait le lien entre immigration et délinquance. Dans les transports en commun d'Île-de-France, plus de 90% des vols, 93% même, sont commis par des étrangers. Dans les grandes villes, Lyon, Marseille, Paris, 50% des mis en cause sont étrangers. Dans nos prisons, il y a 24% d'étrangers, alors que la population étrangère représente 7% de la population nationale. C'est 3 fois plus. Quelle réponse vous apportez? Vous allez présenter aujourd'hui 2 propositions de loi, qui sont des lois clés en main que vous proposez au gouvernement, à qui vous dites chiche, vous n'êtes pas capable de faire votre loi immigration, on l'a fait pour vous et on la signe ensemble. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air tout à fait de l'accepter, mais regardons d'abord ce que vous leur proposez.
un bouclier constitutionnel pour que vous ne vous opposiez pas à ce que vous appelez le gouvernement des juges, c'est-à-dire que quand des décisions politiques sont prises, vous dites qu'elles sont rarement appliquées parce qu'il y a un gouvernement des juges. Vous voulez restreindre le regroupement familial, vous voulez restreindre le droit du sol, vous voulez restreindre les prestations sociales pour les étrangers, la présence d'étudiants extra-européens, vous voulez supprimer l'aide médicale d'État, vous voulez demander à tout demandeur d'asile de présenter leur demande à l'étranger avant même d'être arrivé sur le sol français, et vous rétablissez un délit de séjour irrégulier. Vous avez bien lu nos propositions. J'ai lu vous voyez vos qu'elles sont propositions. complètes. J'ai lu vos propositions. Et elles ne sont pas à l'eau elles vont tiède. très loin. Maintenant, je vais vous poser des questions très concrètes. Oui. Parce qu'il y a des êtres humains face à vous. Et il y en a en ce moment même. Prenons un exemple. Au moment où l'on se parle, il y a 400 migrants qui occupent depuis le 4 avril une école en travaux dans le 16e arrondissement de Paris. Ils disent être des mineurs isolés, des mineurs non accompagnés. Pour l'instant, l'aide sociale à l'enfance du département de Paris, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis a l'air de dire qu'ils sont plutôt reconnus comme majeurs. Ils ont donc fait appel. En attendant ce recours auprès des juges pour enfants, ils sont là, ils sont 400, ils sont dans une école, ils attendent. Qu'est-ce que vous feriez pour eux ou qu'est-ce que vous feriez contre eux? On a une réponse dans la proposition de loi. Aujourd'hui, ces mineurs qui sont, vous l'avez vous-même souligné, souvent des faux mineurs. J'en sais rien. C'est un subterfuge. Que eux disent être mineurs, que l'aide sociale à la France pense qu'ils ne le sont pas. Je le vis dans le département des Alpes-Maritimes, puisque chaque jour à la frontière italienne, on a une arrivée massive de mineurs qui sont en fait des clandestins qui prétendent être mineurs. Il y a des mineurs, mais pas tous. Les chiffres ont été multipliés par 3 depuis le début de l'année. Donc les mineurs que vous retrouvez dans cette école à Paris, ils sont passés sans doute par les Alpes-Maritimes il y a quelques jours ou quelques semaines. Nous, ce que nous demandons dans la proposition de loi, c'est que d'abord cette responsabilité soit assumée par l'État. Ce n'est pas aux collectivités à gérer un problème migratoire. Donc là, par exemple, l'État, il fait quoi? Il fait quoi de ces 400 personnes qui sont dans la qu'on ait une évaluation de leur minorité ou de leur majorité, notamment par le recours aux tests osseux. Aujourd'hui, les tests osseux... Il va y avoir un recours. Les tests osseux nécessitent le consentement de la personne. Que je précise bien les choses, tests osseux, c'est pour pouvoir médicalement évaluer l'âge du squelette. C'est une radio qui est faite pour savoir si la personne est mineure ou majeur. Aujourd'hui, cela nécessite le consentement de la personne. Nous disons dans le texte de loi, c'est très précis, hein, on a des réponses à tout. Si la personne refuse le test, il y a une présomption de majorité. Donc s'il refuse le test, il est présumé, ils sont présumés. Ensuite, là encore, il faut une action diplomatique avec les pays sources. Il est totalement inacceptable que ces personnes, dans leur pays d'origine, beaucoup Comment viennent allez-vous au doigt mouillé dire toi on te renvoie à tel endroit et toi à tel autre? Beaucoup viennent aujourd'hui, le top 3 des nationalités, c'est Tunisie, Côte d'Ivoire et Nigeria ou Érythrée qui arrivent dans les Alpes-Maritimes, mais partout en France. La Tunisie, la Côte d'Ivoire, ce sont des pays qui sont structurés, qui ont des États. Il n'y a aucune raison que ça soit la France qui prenne en charge pas de problème, la protection de ces mineurs. Mais moi, je reste sur cet exemple parce que c'est une application de votre loi. On a des relations avec ces pays. Mais vous, au pouvoir, les 400 migrants qui sont donc depuis plus d'un mois dans cette école, vous les sortez, vous les expulsez. Il faut les expulser. Il y a des problèmes qui se règlent par la loi. Il y en a d'autres qui doivent imposer une modification de la Constitution parce qu'aujourd'hui, on est dans une forme d'impuissance qui nous prive notamment d'expulser des personnes. Et puis, il y a aussi une action diplomatique vers les pays sources que nous devons conduire, et notamment vers les pays du Maghreb et vers les pays du continent africain. Ce que l'on ne fait pas ou ce que l'on fait mal, très mal aujourd'hui. Éric Ciotti, quand le gouvernement dit il y a des OQTF qui mécaniquement ne peuvent pas être appliquées, ces obligations de quitter le territoire, donc on donne des OQTF tout en sachant qu'elles n'auront aucune application. Avec vous, qu'est-ce qui change? Il change le fait que nous mettons dans la Constitution qu'on ne peut pas s'opposer à une expulsion qui va dans le sens de la protection de la sécurité des Français. Je prends un exemple très concret. Oui, mais en 2006, quelques secondes, vers leur pays d'origine. 2006, un terroriste islamiste de nationalité algérienne a été condamné pour terrorisme à 6 ans de prison pour la France. Il a purgé ces 6 ans de prison et
à l'issue de cette peine, la France a voulu l'expulser vers l'Algérie. Il a fait un recours devant la Convention européenne des droits de l'homme qui a dit non, on ne peut pas l'expulser vers l'Algérie, qu'il avait accepté, parce qu'il risquerait sa vie en Algérie. Eh bien, nous disons, par le texte de réforme constitutionnelle que l'on soumet, que l'on veut proposer, que je propose au président de la République, que nous proposons avec Olivier Marleix et Bruno Retailleau, nous disons, dans ce cas très précis, rien ne pourra s'opposer à l'expulsion. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ne pourra pas être supérieur aux intérêts fondamentaux de la nation. Idem en matière de regroupement familial, d'immigration familiale. Aujourd'hui, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et je ne remets pas en cause la Convention européenne des droits de l'homme, je dis que nous devons pouvoir, en matière migratoire, reprendre le cours de notre destin. Cet article 8 nous dit qu'il y a quasiment une automaticité, un droit au regroupement familial. Eh bien, nous disons, la France fixera ses objectifs migratoires chaque année, un plafond migratoire, et lorsque ce plafond sera atteint, par exemple, si on décide une année de donner 50 000 titres de séjour, aujourd'hui il y en a 322 000 qui ont été accordés en 2022. Vous pourrez décider vous-même il y aura une liste d'attente du plafond. C'est ce qui se fait aux États-Unis, c'est ce qui se fait dans d'autres pays. Et vous irez d'ailleurs, je le précise, au Danemark, juste après cette interview, ce soir, pour pouvoir... rien ne pourra s'y opposer à la volonté populaire. Du modèle. Éric Ciotti, président des Républicains, qui présente donc cette double loi, réforme de la Constitution et loi sur l'immigration. Il est 8h54 sur RMC BFM TV.